Et bon, effectivement, avec le docteur Arruda et Daniel Paré, aujourd'hui, je pense qu'on est très, très heureux de vous annoncer de très bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles parce que on l'avait dit que lorsqu'il serait possible, on continuerait de faire des assouplissements, des mesures qui seraient faites par étapes pour rester prudent puis ne pas revenir en arrière. Maintenant, je pense qu'on peut dire que la situation épidémiologique, elle est relativement sous contrôle, mais je vais quand même revenir quelquefois sur le besoin de prudence durant notre point de presse. La santé publique a donné son feu vert pour qu'on puisse avoir de nouveaux assouplissements, des accomplissements aussi, les deux. Mais en fait, ce que j'aimerais préciser, c'est que les assouplissements qu'on annonce aujourd'hui ne sont qu'effectifs le 15 novembre. Puis je le répète parce qu'on veut donner de la visibilité, mais en même temps, on a remarqué souvent lorsqu'on faisait des assouplissements comme ça que les gens les prenaient pour acquis, puis c'était le lendemain qu'on commençait à s'en servir. Puis la raison pour laquelle je veux faire cette précision-là, c'est qu'on n'a pas eu encore l'impact des assouplissements qui ont pris effet hier. On parle de ce qui est arrivé, le nombre de personnes dans les restaurants. Donc, il faut être très prudent que les assouplissements qu'on annonce, on respecte leur date d'application. Du côté des restaurants, je vais commencer par les restaurants et les bars, puis je vais y aller rapidement parce que je vous dirais en termes de résumé là, pour les gens ici de la tribune de presse, mais aussi pour les Québécois qui nous écoutent, de ne pas hésiter à aller voir québec.ca parce que nos gens de communication ont fait non seulement un bon résumé des changements qu'on annonce aujourd'hui, mais on fait une mise à jour de toutes les mesures qui sont applicables à compter du 15. Donc, on va avoir un bon résumé dans ce tableau-là de ce qu'on peut faire maintenant, le nombre de personnes dans un restaurant, le nombre de personnes dans un rassemblement privé, parce qu'il y a eu beaucoup de changements des mesures. Fait qu'on a demandé que le tableau qui tienne compte des changements qu'on annonce aujourd'hui. Puis je vais y aller en rafale. Du côté des restaurants et des bars, depuis cette semaine, je l'ai dit, il y a eu des changements, mais à compter du 15 novembre, il va être possible de danser. On a eu des demandes spécifiques. Là. Alors, les gens vont pouvoir danser et les clients ne seront plus obligés de demeurer assis à table. Par contre, vous allez le voir, à chaque fois dans le tableau, on montre si le port du masque est obligatoire. Et dans ce cas-là, oui, on peut se lever, on peut danser, mais on doit garder le couvre-visage. Je me suis un petit peu étouffé quand j'ai vu la recommandation du docteur Arruda sur le karaoké. Alors oui, maintenant, le karaoké va être maintenant possible. Par contre, le chanteur doit être à 2 mètres de la foule ou porter un masque et se placer derrière une barrière physique, là, un peu comme on voit ici. Alors, mais je suis très content pour le karaoké, dans le fond. Alors, ces nouvelles règles s'appliquent aussi aux casinos et aux maisons de jeu. Puis, je veux par contre préciser, et je le répète, que le masque et le passeport vaccinal demeurent obligatoires dans ces endroits-là. Les rassemblements publics, par opposition aux rassemblements privés, dans les rassemblements publics, les personnes pourront rester debout sans avoir de place assignée et pourront également danser. Par exemple, les congrès, les conférences, les spectacles, les festivals et les événements. Pour les événements où le passeport vaccinal sera demandé, il n'y aura pas de limite de capacité et le masque, en fait, demeure obligatoire. Très important, nos sports hivernaux extérieurs. Beaucoup de demandes des jeunes, des parents. Maintenant, pour les sports qui sont hivernaux extérieurs, qu'on appelle à accès libre, comme le hockey, la glissade, le ski de fond, le passeport vaccinal n'est pas exigé. Par contre, les participants devront maintenir une distance de 1 mètre et le couvre-visage devra être porté à l'intérieur, par exemple dans les chalets ou les aires de restauration lorsqu'on fait ce type de sport-là. Puis, bonne nouvelle aussi pour les sports qui ont un remont de pente. On peut penser au ski, entre autres, mais aussi les glissades. Le passeport vaccinal sera exigé et le couvre-visage devra être porté dans les télécabines, très important, pour des raisons de commodité. Le foulard ou le cache-cou, dans ces cas-là, seront acceptés comme couvre-visage.
Pour les activités, ce qu'on appelle dans les sports, qu'on appelle à accès contrôlé, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure pour les activités extérieures, il n'y a plus de limite de participants et le passeport vaccinal est obligatoire. Alors ça, je pense qu'on est très clair là-dessus. Bonne nouvelle pour les gyms aussi. On en a parlé souvent des gyms. La distance de 2 mètres est levée, mais la distance de 2 mètres doit toutefois être respectée si le masque est retiré. Et ça, je pense que c'est, on pourrait l'appeler un accommodement raisonnable qui est assez important dans les gyms. Milieu de travail, ça, on se le faisait demander depuis très, très longtemps. Merci beaucoup, Dr. Arruda, d'avoir trouvé la bonne façon d'amener ça, mais c'est la consigne de privilégier le télétravail prend fin. Ce qui veut dire, c'est que le retour en présentiel est donc possible et ce sera à chaque employeur de déterminer la formule qui leur convient, mais la santé publique lève cette recommandation-là. Puis ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les gens qui veulent avoir un peu la formule hybride, la combinaison de pouvoir faire du télétravail, mais aussi d'aller au bureau. Une autre annonce, qui est importante, c'est pour les masques dans les écoles secondaires. Bon, la santé publique permet aussi la fin du port du masque en classe dans les écoles secondaires qui sont situées dans les régions où le masque est requis présentement, à l'exception des espaces communs et du transport scolaire. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle qu'on fait pour les élèves du secondaire. En fait, je suis allé rapidement, mais je le répète, l'essentiel de ces mesures-là sont bien résumées. Puis tout à l'heure, peut-être que Daniel pourra répondre à plusieurs de ces questions-là. Je veux rappeler, il faut être prudent, 15 novembre, pas avant, s'il vous plaît. Je voudrais dire aussi que, comme je l'ai expliqué, qu'on veut reprendre la grande majorité de nos activités. On sait que ça fait du bien, on sait que c'est bon pour le moral, comme dirait l'autre, mais en même temps, je vous le dis, on va suivre ça de très, très proche. Parce que, vous le savez, le virus, il continue de circuler. On est 400 cas, 500 cas, des fois un petit peu plus. Vous le savez qu'une des raisons qui nous permet de faire ces assouplissements-là, c'est qu'on a toujours dit ce qu'on regardait, c'est les hospitalisations. Puis ça, on le voit très bien. Même des fois, s'il y a un peu d'augmentation des cas, on a quand même s'il y a 15 à 20 personnes qui rentrent dans les hôpitaux tous les jours et dans les soins intensifs, on a réussi à avoir une stabilité. Puis j'en profite pour remercier encore notre personnel de soins qui font un job extraordinaire. Sur les éclosions, je voudrais adresser un mot en terminant dans les RPA. On avait ajouté quelques régions où le port du masque dans les RPA était privilégié. Puis je pense surtout dans les grandes résidences pour personnes âgées, dans ce qu'on appelle les salles communes, là, que ce soit les salles de jeu, les salles de bingo. Il y a eu quelques éclosions dans les RPA, puis Daniel vous parlera tout à l'heure de la vaccination pour ces gens-là. Mais pour ceux qui nous écoutent dans les résidences pour personnes âgées, je vous demanderai de garder le masque lorsque vous êtes dans les aires communes. C'est vraiment là qu'on a eu quelques éclosions. C'est important pour moi parce que c'est à peu près vers la mi-novembre qu'on va avoir terminé notre 2e ou 3e semaine de novembre, la vaccination, la 3e dose dans les résidences pour personnes âgées. Fait que je demanderais aux gens là, de faire un petit effort dans les RPA puis de garder le masque, particulièrement lorsqu'ils sont en zone commune. Alors, je résume avant de passer en anglais. On va faire les allègements de façon prudente, comme on l'avait dit, et on va suivre les développements, là, autant du côté des éclosions que de ce qui se passe, par exemple, dans les RPA. Puis sur la vaccination obligatoire, j'aimerais dire qu'on surveille de très près l'échéancier du 15 novembre, puis je ferai le point spécifiquement là-dessus cette semaine. Je vais dire quelques mots en anglais maintenant. La santé publique a autorisé
des allègements et des assouplissements dès le 15 novembre. Avant tout, un registre dans tous les endroits où c'est maintenant requis ne sera plus obligatoire. Les restaurants, les bars, à partir du 15 novembre, ce sera enfin possible de danser et les clients et les clientes n'auront plus à rester assis à leur table. Par contre, ils devront garder le masque. Et c'est également vrai, je ris quand je m'entends, le karaoké sera possible. Par contre, la personne qui chante doit être à 2 mètres de la foule ou porter un masque ou être debout derrière une barrière physique. Le passeport vaccinal demeure obligatoire. De plus, dans les rassemblements publics, les gens pourront être debout sans avoir une place assignée et pourront également danser. Et pour les événements où le passeport vaccinal est exigé, il n'y aura plus de limite de capacité. Le masque demeure obligatoire. Pour les activités sportives, c'est très important pour sports d'hiver extérieurs tels que le hockey, la glissade, le ski de fond, le passeport n'est pas requis. Pour les sports qui ont un remonte-pente, le passeport vaccinal sera nécessaire et le masque doit être porté dans la gondole. Pour les gymnases, la distance de 2 mètres est levée, mais la distance de 2 mètres doit quand même être respectée si le masque n'est pas porté. Une autre bonne nouvelle pour les gens qui travaillent à domicile, il y a une fin de cette recommandation des autorités sanitaires, donc le retour au présentiel est possible et maintenant il en reviendra à chaque employeur de déterminer la formule qui leur convient. De plus, les autorités sanitaires mettent fin à l'obligatoire des masques au secondaire dans les régions où les masques sont maintenant exigés, à l'exception des zones communes et les transports scolaires. Et comme je l'ai mentionné, les détails de ces mesures se retrouvent sur notre site Web. Il y a un calendrier très détaillé qui est là. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à consulter le site Web. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons amorcer la période des questions réservées aux membres de la tribune de la presse avec Véronique Prince de Radio-Canada. Oui, bonjour. Monsieur Dubé ou Monsieur Arruda, je comprends que vous auriez voulu annoncer des allègements aussi pour des rassemblements privés. Vous avez décidé de ne pas le faire, finalement. Pourquoi? Parce qu'il est trop tôt encore? Vous avez peur que les gens commencent à faire des parties tout de suite? Vous savez, ça a été le cas antérieurement. On y va de façon progressive. On observe, on ajoute, on observe, et on sait que les rassemblements privés, ce sont des endroits à plus haut risque comme tels. Ça a été le cas antérieurement. Vous savez que là, maintenant, les gens rentrent à l'intérieur. Il y a une augmentation de contacts. On s'attend à une augmentation de cas. Tant aussi longtemps que nos hospitalisations vont être correctes, ça va bien aller. Mais il faut être quand même relativement prudent. Cette libération suivie d'une période d'observation, haute libération, on y va en fonction des risques. Ma deuxième question, c'est pour M. Paré. Concernant la vaccination des jeunes de moins de 12 ans, bon, là, on comprend que vous devez encore attendre l'autorisation de Santé Canada qui va être donnée plus tard, etc. Est-ce que Québec pourrait dire, on va y aller avec l'année de naissance, par exemple, pour ceux qui sont nés en 2009? Parce que je vais vous donner un cas concret, là. Des gens qui, en raison de la levée de certaines restrictions fédérales, disent on va aller passer une partie de Noël dans notre condo en Floride. Mais on a un enfant de 11 ans qui, sa date de fête, c'est au mois de décembre. Puis, pour cette raison-là, on ne peut pas y aller. Est-ce qu'il pourrait y avoir des allègements au niveau de l'année de naissance? Une partie de la réponse, puis peut-être mon collègue, Dr. Arruda, pourra faire la deuxième partie. La bonne nouvelle, dans le scénario que vous me dites là, c'est que maintenant, c'est 12 ans et 4 mois. Fait que ces scénarios-là, pour le temps des fêtes, c'est réglé. Fait qu'encore là, la période de temps a été
rallongé là, par le gouvernement fédéral. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Pour les dates, par exemple, d'âge ou bien de l'année, on suit les recommandations du Comité d'immunisation du Québec. On les questionne parce qu'encore là, d'un point de vue logistique, il pourrait être plus facile de le faire de cette façon-là. Mais en même temps, là, dans les réponses qu'on reçoit, bien, il y a une notion importante là, pour bien protéger les jeunes. Puis le Comité d'immunisation du Québec, à date, nous a très, très bien conseillé. Là. Je ne sais pas si Dr. Arruda voulait... Peut-être qu'il faut comprendre qu'on va regarder les données scientifiques. Là. Il y a toujours des calendriers qui sont faits. Il y a toujours un endroit où on doit couper, bien entendu, mais si pour des raisons logistiques et si on n'a pas lieu de croire qu'on porte un préjudice en vaccinant quelques semaines ou mois plus tôt, on le fera. Mais comme on n'a pas accès encore aux données de la compagnie, là, des études qui ont été faites, des taux d'anticorps, etc., on veut le faire. Ce qu'on veut s'assurer, c'est d'avoir une bonne réponse chez les enfants, mais aussi que le vaccin soit sécuritaire, et ça, je pense que c'est ça qu'on va faire. Marc-André Gagnon, Le Journal de Québec. Bonjour à vous trois. Vous savez que pour maintenir l'adhésion de la population aux règles sanitaires, il faut aussi justifier la logique scientifique qui est derrière les ajustements que vous apportez. Puis, depuis ce matin, je reçois beaucoup de commentaires concernant le ski. Pour les télécabines, d'exiger le passeport vaccinal, le port du masque, parce que c'est un espace fermé, je pense que les gens peuvent comprendre la raison. Mais maintenant, il y a des remontes-pentes qui fonctionnent, je veux dire, au grand air, là, un T-bar ou un télésiège. On n'est pas dans un espace fermé où les microbes peuvent circuler. Donc, pourquoi exiger le passeport vaccinal à ce moment-là et le couvre-visage? Bon, le couvre-visage est surtout important dans les endroits fermés, c'est clair, mais le passeport vaccinal, la raison pour laquelle on l'exige, parce qu'on sait aussi que malgré le fait que les gens peuvent être vaccinés, ils peuvent transmettre la maladie. Écoutez, le principe général qu'on a utilisé, là, c'est pas compliqué. Quand c'est un service essentiel, on n'exige pas de passeport vaccinal. En éducation, dans des services essentiels, on n'exige pas le passeport vaccinal. Dans ce qu'on appelle les services non essentiels, et il y en a pour qui le ski c'est essentiel, mais qu'on considère comme étant potentiel, on a considéré pour éviter le nombre de cas et la transmission, de mettre le passeport vaccinal. Et à ce moment-là, ce que ça permet, c'est que ça permet une non-limitation du nombre de personnes. Donc, ça veut dire qu'on peut être beaucoup sur les pistes, mais on veut quand même que les gens se protègent dans les endroits où ils vont être à proximité. Prenons par exemple, s'ils vont au chalet puis qu'ils vont, comme si on allait au restaurant, on va leur demander de porter leur masque pour éviter cette contamination. C'est comme ça qu'est faite la cohérence. Très bien. Vous nous donnez aujourd'hui l'heure juste sur ce qui va être en vigueur le 15 novembre. Vous avez effleuré le sujet tantôt. Le 15 novembre, c'est aussi la nouvelle date de l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire dans le réseau de santé. J'ai bien compris, M. Dubé, que vous allez faire le point là-dessus plus tard cette semaine, mais là, les gens vont se demander, est-ce qu'il est en train d'ouvrir la porte à un nouveau report? Et parmi toutes les choses qu'on a pu entendre dans les dernières semaines, il y avait peut-être cette possibilité de moduler selon le type d'emploi ou selon les régions. Est-ce que vous avez, en date d'aujourd'hui, identifié des régions ou des sous-régions ou des corps de métier où la vaccination obligatoire dans le réseau de santé pourrait être repoussée une fois de plus? Bien, écoutez, ça sera dans les prochains jours, mais je veux peut-être, c'est pour ça que je l'ai soulevé tout à l'heure, tout le monde le voit comme moi que les chiffres n'ont pas bougé. Là. Les gens qui sont pas vaccinés, on en avait un petit peu moins que 14 000 qui n'avaient pas reçu au moins une première dose. Puis là, aujourd'hui, un petit peu, presque 3 semaines plus tard, on est à 12 000. Donc, moi, je dis que l'aiguille n'a pas suffisamment bougé. On a eu énormément de discussions avec les PDG qui ont fait plusieurs simulations là, dans les dernières semaines. La bonne nouvelle, puis c'est pour ça que je vous en reparlerai cette semaine, la bonne nouvelle, c'est que la situation épidémiologique, on le voit, c'est pas pour rien qu'on fait on est capable d'annoncer des aménagements puis une réduction de certaines mesures parce que la situation est bonne. Alors, ce que je vous dirais, là, je vais continuer les discussions qu'on a avec la santé publique puis tous les intervenants. Puis, il y a une chose que je répéterai, c'est que tout le monde a pensé que lorsqu'on avait reporté la décision, qu'il se passait plus rien. Puis, je vous fais remarquer que depuis le 15 octobre, il y a des gens qui doivent se faire dépister à tous les 3 jours. On a dû remercier des gens hier parce que
dans certains endroits, les gens refusaient le dépistage obligatoire. On va être ferme là-dessus. Alors, je ferai le point cette semaine pour voir où on en est rendu. Mais je vais vous dire que ce qu'on a en tête, c'est toujours la même chose. Où est l'équilibre entre protéger la santé de notre réseau, des Québécois, et de faire la bonne chose en fonction des recommandations de la santé publique. Puis c'est pour ça que je pense qu'on a des discussions assez intenses avec la santé publique. Puis Le 15 novembre, juste pour répondre à ma je question. vous reviendrai là-dessus cette semaine. Caroline Plante. Oui. Précision, pour le ski tantôt, qu'est-ce que vous dites? Le port du masque est dans une télécabine fermée et dans les zones intérieures. Si vous êtes dans une télécabine non fermée, vous n'êtes pas obligé de porter le masque. Pour aller dans le sens de votre question, je n'avais pas nécessairement répondu. Merci. Mais le passeport vaccinal, lui, est requis. Oui, le passeport vaccinal va être exigé, puis les gens portent le masque seulement s'ils sont dans une télécabine fermée ou s'ils vont à l'intérieur dans le chalet. Très bien. Caroline Plante, La Presse canadienne. Bonjour, Dr Arruda. J'aimerais vous faire réagir sur ce que l'on entend à l'enquête de la coroner. Hier, il y a le docteur Vin Kim Nguyen qui a dit qu'il y a des résidents en CHSLD qui auraient pu être soignés, mais à qui on a donné des forts cocktails de médicaments, ce qui était en fait une euthanasie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? Mais vous comprendrez qu'il y a un processus qui est en cours actuellement, qui est une enquête du coroner, dans lequel je vais devoir témoigner et je vais réserver mes commentaires pour les questions de la coroner. Je préfère ne pas spéculer sur des choses dont j'ai même pas, moi, entendu. Et puis, dans la même veine, M. Dubé, encore ce qu'on a entendu hier, il y a Régent Hébert, donc, qui a dit qu'il y avait une apathie envers les aînés qui est présente chez les décideurs. Il dit que le comité de crise n'avait même pas de représentant du secteur des personnes âgées. Il dit aussi que toutes les ressources ont été détournées vers les hôpitaux. Et puis, il qualifie tout ça d'agisme systémique. Êtes-vous d'accord avec ça? Premièrement, avant de faire je vais le dire comme ça, une guerre sémantique sur les mots, moi, je pense qu'on a démontré depuis la première vague qu'on avait à cœur de redresser la situation. Puis je pense que vous avez vu, là, à partir du moment où on a pris acte de ce qui est vraiment malheureux, ce qui est arrivé, je pense qu'on l'a tous vu, et on en a tout pris acte que c'était inacceptable ce qui avait été vécu, particulièrement dans certains CHSLD. Alors moi, je ne ferai pas de guerre de mots, mais ce que je vous dis, c'est que depuis le tout début, là, depuis qu'on a mis en place les nouvelles mesures, les gens ont vu que la situation a changé. Puis on en a déjà tenu compte de plusieurs des recommandations. Moi, j'aime mieux attendre d'avoir la fin des recommandations de la coroner, un peu ce que Dr Arruda a dit, mais je peux vous dire qu'on a pris la situation très au sérieux, mais je ne me lancerai pas dans une guerre de mots. Claudie Côté, TVA. Bonjour à vous trois. D'abord, une question concernant l'administration de la 3e dose. J'aimerais avoir un état de situation, si possible. Peut-être, M. Parry, vous pourrez répondre. Et aussi, vendredi, le CCNI a recommandé d'administrer une dose de rappel à certaines catégories de personnes. Qu'en est-il ici au Québec? Est-ce qu'on va aller de l'avant? Est-ce que c'est déjà en marche? Est-ce que vous avez des plans concernant l'administration de la 3e dose? Oui, c'est bon. Fait que je prends le prochain 15 minutes pour expliquer, pour répondre à la question. Non, de façon plus sérieuse, écoutez, comme vous savez, nous sommes présentement de donner des doses de rappel pour les immunosupprimés. Il y a plus de près de 80 000 personnes déjà qui ont reçu leur dose de rappel. CHSLD, on a dépassé les 20 000 au courant de la fin de semaine. Tout devrait être terminé cette semaine. Les RPA, nous sommes déjà rendus à 23 000 aussi. Et on continue exactement sur la même séquence qu'on a fait notre première dose, notre deuxième dose. C'est les mêmes groupes, hein, vous voyez. Puis on suit les recommandations là, du Comité d'immunisation du Québec. Pour le moment, c'est les recommandations que nous avons. Mais en même temps, on a vu là, ce que le Comité canadien a recommandé. Puis encore peut-être, Dr Arruda parlait là, de nos discussions avec le Comité d'immunisation du Québec là, pour les prochains groupes. Dans l'attente d'un avis, bien entendu, du CQ, mais j'aimerais ça porter à l'attention qu'il faut prendre en considération la situation particulière de chacune des provinces, parce qu'on n'a pas eu tous le même calendrier. Vous savez, il y a des endroits où on a vacciné des gens à 28 jours, donc ça donne une réponse moins forte en termes de temps. Nous, on l'a fait à une certaine période. Il faut observer notre épidémiologie puis voir où sont les endroits. L'autre élément aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas donner une 3e dose de rappel avant 6 mois
après la dernière, minimum 6 mois. Ça ne veut pas dire que ça peut être 6, ça peut être à 7, à 8, et c'est encore aussi bon. Fait que c'est ça qu'on va regarder pour le Québec, puis on va bien entendu, en fonction des recommandations du CCNI, mais surtout celle du SIC qui prend en considération notre propre épidémiologie, prendre la meilleure décision pour les Québécois. Maintenant, une question simple que bien des gens se posent. Est-ce que les gens peuvent déjà planifier des gros parties à Noël? Je vous laisse Regardez, là, ça dépend de la définition de gros. Hein? Je veux dire, la grosseur peut être très relative selon les individus. Je vous dirais qu'actuellement, comme on vous le dit, on va essayer de vous donner l'information la plus précise. On ne va pas vous annoncer des choses puis reculer parce que ça ne va pas bien. Comme le disait le ministre d'entrée de jeu, il y a des choses qu'on a annoncées la semaine passée qui rentrent en effective cette semaine. Il y en a qui vont rentrer en effective le 15. Inquiétez-vous pas qu'on va vous revenir à temps pour être capable de planifier ces choses-là. Mais il est trop tôt actuellement pour que je puisse me prononcer là-dessus. Il faut... c'est d'avoir des célébrations de Noël en bonne et due forme cette année. Peut-être, écoutez, l'objectif du directeur national, c'est de rendre heureux la population tout en balançant le risque potentiel. N'oubliez pas qu'on a un système de soins qui est relativement fragile. Jusqu'à maintenant, on le maintient comme tel. La période des virus s'en vient aussi. Tout ça, il faut prendre ça en considération, mais on va essayer effectivement de faire les choses qui sont possibles dans un équilibre qui est adéquat. Est-ce que je peux peut-être juste rajouter qu'on en parle souvent parce qu'on savait que vous auriez cette question-là aujourd'hui. On se demandait qui allait la poser, mais il y a une chose. Pourquoi qu'on reste à 10 personnes en ce moment pour les rassemblements privés? Parce qu'on veut voir comment ça va évoluer. Puis la meilleure façon d'avoir des belles fêtes, c'est de respecter les mesures sanitaires actuellement. Parce qu'on le sait, vous voyez ce qui se passe en Europe. Hein? Vous avez vu les augmentations dans certains pays qui ont des taux de vaccination comme le nôtre. La minute que les mesures sont relâchées, ça se met à dégénérer très rapidement. On ne dit pas ça pour faire peur, mais je pense qu'il faut être conscient de ce qui se passe toujours quelques mois avant nous, comme en Europe. Alors aujourd'hui, de prendre la décision très prudente de garder les rassemblements privés à des petits groupes, je pense que c'est la meilleure façon d'être capable d'avoir des modifications qu'on fera dans quelques semaines. Mais pour le moment, on demande de garder ça par étapes graduelles et de faire attention aux rassemblements privés. Très bien. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, vous le disiez, vous attendez de voir l'impact des assouplissements d'hier. Donc, il va y avoir 2 semaines. Quel genre d'impact vous attendez pour les assouplissements d'hier? Bien, écoutez, je m'attends à une progression du nombre de cas, mais avec relativement peu d'impact sur les hospitalisations et les soins intensifs, dû au fait que même si les gens feraient la maladie, même en étant doublement vaccinés, ils ont peu de chances d'avoir des complications puis de se présenter pour avoir besoin de soins intensifs. Donc, on se retrouve dans une situation où les contacts augmentant, augmentation de contacts veut dire, comme le virus est présent, augmentation de probabilité de transmettre la maladie. Mais on a quand même une relative couverture vaccinale importante au Québec. Avec l'ajout, à mon avis, des vaccinations des 5 à 11 ans, là, on ferme véritablement plus la boucle. Là, il y aura peut-être plus tard les plus petits encore que ça, mais on ferme la boucle, je vous dirais, là, d'avoir obtenu des couvertures vaccinales qui vont nous permettre de revenir à ce que j'appellerais éventuellement un nouvel équilibre. Parce que le COVID-19 va... Écoutez, j'aimerais ça vous dire qu'il va disparaître. Il ne disparaîtra probablement pas, mais il va devenir, comme on appelle peut-être potentiellement endémique, comme on a la grippe à chaque année et chaque saison, puis on vit avec elle depuis longtemps. J'espère qu'on va conserver de ça des mesures d'hygiène de base, d'étiquette respiratoire. Quand on sera malade, on aura le rhume, on ne contaminera pas tout le monde, on portera un masque, etc. C'est le genre d'apprentissage qu'on va faire. L'hygiène des mains, j'espère qu'on va la maintenir. Ça va diminuer le nombre de gastro aussi qu'on a, etc. Je ne peux pas m'empêcher de faire 2 commentaires là, sur la question des non-vaccinés. Particulièrement dans 2 régions qu'on a entendu parler beaucoup au cours des dernières semaines, le Nunavik, entre autres, et la question de ce qui se passe, par exemple, dans la vallée de la Métapédia. Ce qu'on se rend compte, puis c'est pour ça que je veux le mentionner aujourd'hui, vous le savez, que ces éclosions-là qui sont plus fortes, là, qu'on a vu, par exemple, l'exemple du Nunavik, puis là, on voit qu'on va être obligé de fermer même presque des villages pour être capable d'endiguer l'épidémie qui est là.
c'est particulièrement dans des zones où il n'y a pas beaucoup de vaccinés, où le taux de vaccination est très bas. Fait que moi, je rappelle aux Québécois qui, on le sait, là, on dit qu'on a eu 90 % de nos Québécois qui ont reçu une première dose, mais il nous reste, là, lorsque j'exclus les 5-11 ans qu'on va vacciner très bientôt, il nous reste quand même 700 000 Québécois qui ne sont pas vaccinés. C'est plus de 700 000 Québécois qui ne sont pas vaccinés, qui seraient aptes à être vaccinés. Alors, si vous faites le lien vacances des fêtes, les non